Alors, je suis avec Lisa. Désolée pour la petite minute de retard. Est-ce que, pour commencer, vous nous entendez bien? Bonjour Olivier. Parfait, merci Karine. Super. Bon, eh bien, merci de nous retrouver en ce mardi matin. Bonjour à tous. On a changé d'outil de webinar, donc c'est une première pour nous. Donc, on va tester un petit peu aussi ensemble. Alors, je vais commencer par partager l'écran avec le support de présentation. Est-ce que vous le voyez? Normalement, vous devez voir la slide. Comment engager vos apprenants grâce à la ludopédagogie? Oui, parfait. Donc là-dessus, on est bon. Donc, on a prévu ce webinaire avec Lisa. L'objectif va être de vous présenter en effet quelques techniques, ce qu'est la ludopédagogie, et on va vous présenter évidemment les 7 jeux que nous avons déjà pu détourner dans le cadre de nos formations. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Betty, la fondatrice d'Innov Academy, qui est une entreprise basée à Bordeaux avec 16 collaborateurs. Et donc aujourd'hui, avec Lisa. Bonjour, je suis donc Lisa, conceptrice pédagogique depuis maintenant 4 ans chez Innov Academy. Donc, ce que l'on vous propose pour le plan de notre matinée, ça va être assez quand même dynamique. Je vais prendre le temps de vous réexpliquer un peu les fondamentaux de la ludopédagogie, même si je me doute que ça va être principalement un rappel pour la plupart d'entre vous. Et ensuite, on a sélectionné avec Lisa 7 jeux que nous avons déjà pu donc, détourner dans le cadre de nos formations. Donc, l'objectif, ça va être de vous représenter l'objectif de chacun de ces jeux-là, vous expliquer comment est-ce qu'on l'a détourné, et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous partagera en live le lien d'accès à ce jeu qu'on a pu diffuser dans nos formations pour que vous puissiez directement voir ce à quoi ça ressemble. Donc, ça va être normalement assez participatif en espérant que tout fonctionne parfaitement. Alors, on vous présentera donc le jeu du memory, mots mêlés, le Monopoly, le Pulse ou le Puzzle. On a remarqué qu'il y a des prononciations différentes chez nous. Le qui est, le jeu des 7 différences. Et enfin, on terminera par qui veut gagner des millions. On va commencer par une question évidemment que je souhaite vous poser, à savoir à quel jeu avez-vous le plus joué? Je me doute que vous avez dû jouer à plusieurs des jeux qu'on va vous présenter par la suite en formation, mais peut-être enfant ou actuellement avec vos enfants ou non. Quel est le jeu auquel vous avez déjà le plus joué, dont vous êtes le plus fan? Alors, on regarde en même temps les statistiques qui fonctionnent très bien. On a le qui est, c'est le Monopoly. Donc, le Monopoly quand même qui reste en tête. Donc, ouais, vous êtes 41%. 40%. Bon, a priori, c'est quand même principalement dans l'ordre le Monopoly, le qui est et le Memory. Merci d'avoir répondu à la question. Donc, on va revenir sur les fondamentaux de la ludopédagogie. On entend vraiment beaucoup parler. On entend également tous les mots gamification, jeu appliqué, serious game. Tout ça, ça s'inscrit vraiment dans la ludopédagogie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la ludopédagogie, la définition, c'est vraiment l'intégration du jeu dans le processus d'apprentissage pour vous permettre de créer des apprentissages qui soient vraiment stimulants avec des expériences quand même très agréables pour les apprenants. Ça permet souvent de dédramatiser, de vulgariser, de rappeler, d'évaluer certaines thématiques de formation en apportant en effet cet aspect un petit peu jeu. Il faut savoir qu'en ludopédagogie, il y a 3 principales caractéristiques qui vont venir vraiment la définir. C'est dès que vous utilisez en effet un jeu pour répondre à des objectifs évidemment d'apprentissage. L'utilisation, elle est modulable. Elle est modulable pourquoi? Puisqu'on explique toujours, pareil dans la ludopédagogie, vous pouvez réutiliser une partie du jeu ou détourner aussi pour un jeu les règles du jeu. Donc finalement, on se retrouve avec une modularisation vraiment de la ludopédagogie, et c'est une démarche qui s'inscrit vraiment et qui est multi-contexte. Donc elle est applicable vraiment pour toute thématique, tout sujet de formation. Hop, slide suivante. Alors pour nous, les bénéfices de la ludopédagogie, évidemment, pour l'apprentissage, on a pu constater, et je pense que vous aussi, que ça permet de capter davantage l'attention et l'engagement de vos apprenants. Une motivation accrue. Alors, on peut aussi constater parfois des démotivations lorsque vous allez trop utiliser aussi de la ludopédagogie par rapport à votre public cible. Faut pas non plus les infantiliser.
Une mémorisation facilitée, puisqu'à travers des expériences d'apprentissage, ça permet de favoriser l'ancrage. On est sur un apprentissage évidemment actif, voire du reverse learning. On peut utiliser aussi des activités de jeu pour apprendre par soi-même. Ça a pour objectif, en bénéfice de développer les compétences et les connaissances, et enfin de réduire le stress. Alors, sur la réduction du stress, attention, on a pu identifier, avoir des retours auprès des apprenants, que, en effet, ça réduit le stress uniquement si nous n'ajoutons pas de chrono pour réaliser un jeu. Dès l'instant où on ajoute un chrono, il y a du stress, en effet, ça peut générer vraiment du stress auprès des apprenants qui perdent pied et du coup, on perd vraiment tous les bénéfices de la ludopédagogie. Donc, un des conseils, en effet, quand vous allez l'utiliser, c'est éviter au maximum d'ajouter un chrono. Un petit récap aussi pour vous expliquer, alors je l'ai un petit peu dit déjà précédemment, mais tout ce qui va être en effet ludopédagogie, tout ce qui rentre à l'intérieur finalement, ça va être tout ce qu'on va appeler gamification, les jeux appliqués, les serious games. Il faut savoir que pour définir si c'est plutôt un jeu appliqué ou une gamification, cela va dépendre évidemment de la complexité du jeu. Donc soit vous utilisez une partie du jeu, soit vous modifiez les règles du jeu, ou soit vous allez créer évidemment un jeu de toutes pièces. Peu importe votre choix, ça s'inscrit parfaitement donc dans ce que l'on appelle la ludopédagogie. Je ne vous ai pas dit, mais si tout au long de notre présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la zone de chat et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, on a pu constater aussi et prendre connaissance d'une étude, un rapport que l'ISTF a pu réaliser, qui est vraiment très intéressant et qui permet de voir le gap entre les personnes qui sont convaincues que la ludopédagogie devrait être davantage intégrée dans les parcours de formation et ceux, finalement, qui sont réellement préparés pour l'intégrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce gap? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, que l'on n'ose pas, qu'on ne sait pas à quel public est-ce que ça peut être le plus utilisé? En tout cas, voilà, il y a 82% aujourd'hui des professionnels qui souhaitent vraiment l'intégrer dans les parcours et seulement 37% qui se sentent prêts réellement à utiliser cet outil d'apprentissage. On va passer au premier détournement d'un jeu que l'on a fait en formation avec le Memory et je laisse la parole à Lisa. Tout à fait, merci Betty. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier jeu de cette série, le Memory. Donc, le but est simple, vous connaissez, il s'agit de trouver des paires identiques. Donc, le premier joueur va retourner 2 cartes. Soit les images sont identiques et dans ce cas-là, il garde la paire et rejoue. Soit par contre, elles sont différentes et dans ces cas-là, il les repose et c'est au joueur suivant de jouer. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est comment détourner ce jeu dans un contexte de formation. Je n'arrive pas à passer. Ah, bien que tu passes à la slide suivante. Oui. Merci. Le Memory va reposer sur 2 grands principes pédagogiques, soit la répétition espacée, qui va aider à ancrer les informations en mémoire à long terme, et l'association visuelle, qui, elle, facilite la mémorisation. Par exemple, on peut utiliser le Memory pour apprendre une langue étrangère, avec par exemple un côté une carte avec un mot en français et de l'autre sa traduction, par exemple en anglais ou en espagnol. Les apprenants peuvent donc associer les deux. Ce type d'activité est particulièrement utile en début de session pour introduire de nouveaux mots ou justement à la fin d'un module pour réviser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de difficulté, donc soit avec des mots simples, soit avec du vocabulaire plus complexe. Et ensuite, dans certaines variantes, on peut aussi ajouter des visuels ou même des audios. Donc avec par exemple une carte avec le son d'un mot en anglais à associer avec une image en français. Donc voilà, ça va vraiment transformer l'activité qui pourrait être assez passive en une expérience interactive, ludique et même collaboratrice quand on l'utilise en salle. Donc, on vous laisse quelques minutes pour tester notre jeu de Memory créé pour notre calendrier de l'Avent 2023 sur le thème des Jeux Olympiques. Normalement, si ça se passe bien, tout en bas à gauche, vous avez l'exemple en effet de jeu que l'on vient de vous poster et en cliquant dessus, vous pouvez le tester directement. On vous laisse 1 minute pour tester le jeu. Alors, c'est vrai que nous, on l'utilise aussi pas mal pour donner d'autres exemples dans le cadre
actuellement de formation en maçonnerie ou en plomberie par rapport aux outillages qui sont utilisés au sein des CFA. Et le jeu du memory, on l'a adapté avec un outil et l'associer au nom. Donc, ça revient, je dirais, finalement à associer une activité, pourquoi pas d'associer une image au mot ou une définition à son terme. On peut le détourner en jeu aussi du memory pour changer un petit peu les formats d'apprentissage et les activités qui peuvent exister. Alors, je vous propose que l'on avance. J'espère que vous avez pu le tester. On va passer au jeu des mots mêlés. Tout à fait. Donc, le jeu des mots mêlés, vous le connaissez sûrement également. Le but est de retrouver donc une liste de mots cachés dans une grille de lettres, comme on peut voir ici. Donc, on les repère, on les entoure ou on les raye, ça dépend, il y a 2 écoles. Ils peuvent être placés horizontalement, verticalement, en diagonale, parfois même complètement inversés. Et dans certains cas, un mot caché apparaît avec les lettres restantes. Donc, comment détourner ce jeu en formation ? Les mots mêlés donc, peuvent servir à introduire un nouveau sujet, tout comme le memory. Les mots dissimulés donnent un aperçu des notions qui vont être étudiées et normalement éveiller un petit peu la curiosité des apprenants. On peut aussi les utiliser en révision pour consolider les acquis avant une évaluation, par exemple. Une variante qui peut être intéressante, c'est une fois que le mot est trouvé, l'apprenant doit donner donc sa définition ou donner un exemple concret. Ce jeu peut aussi fonctionner en collaboratif. C'est-à-dire en petits groupes, on peut organiser une petite compétition pour voir qui retrouve le plus rapidement les mots cachés. Et on peut également, tout comme avec les memory, jouer avec la difficulté. Donc avec des débutants, on va proposer une liste de mots assez simple avec une grille adaptée. Mais pour des niveaux, par exemple, plus avancés, on peut ajouter des mots inversés, des diagonales inversées, ou même complètement retirer la liste pour que les apprenants doivent deviner les mots à trouver. Donc, derrière un jeu qui paraît un petit peu simple, les mots mêlés peuvent devenir un outil vraiment efficace pour introduire, mémoriser et ancrer des notions de façon engageante. Donc, voilà, tout comme le memory, on vous laisse un petit temps pour que vous puissiez tester notre jeu de mots mêlés qui était dans la formation sur le harcèlement sexuel et moral. Et après, je vais prendre la main sur le Monopoly, qui a l'air d'être votre jeu favori. Bon, je vois que vous avez quasiment tous cliqué sur le lien. Donc, pour répondre en attendant à la question, en effet, de Anne-Julie, le Memory, c'était un contenu qu'on avait conçu sur Storyline et intégré, en effet, dans Rise. Il y a d'autres jeux qu'on a pu concevoir dans d'autres outils, réintégrés dans Rise ou encore d'autres outils de conception, peu importe. En tout cas, on essaye d'avoir au maximum chez Innov Academy des templates en ludopédagogie qu'on peut réutiliser et adapter en fonction des thématiques de formation et public cible. Ok, c'est parti, j'avance et donc on va passer au Monopoly. Bon, le principe, je pense que vous le connaissez également parfaitement. Donc, l'objectif, c'est de jouer à plusieurs et de pouvoir lancer le dé, répondre ici donc à des questions. Donc, à chaque fois qu'on va arriver sur une case, il y a une carte qui nous est attribuée, ou si c'est en digital, on va pouvoir cliquer sur un bouton de la case pour voir la réponse arriver. Si la réponse que l'on apporte ici, elle est correcte, on va pouvoir en effet acheter ou non une maison. Donc l'objectif, comme au Monopoly, est en effet d'avoir un maximum d'hôtels sur le jeu. Et donc ici, on va essayer d'utiliser le Monopoly en détournement vraiment dans la formation pour favoriser donc l'ancrage, l'apprentissage, mais ça peut être utilisé en fait soit en jeu plateau en présentiel ou à travers un lien en distanciel. L'idée, ça va vraiment être soit d'apprendre à son rythme, donc on peut apprendre par l'erreur. Si on se trompe dans la réponse que l'on apporte, on va avoir un feedback directement qui va nous être apporté, donc on est vraiment en train d'apprendre par l'erreur. Ou ça peut nous permettre plutôt en fin de formation de valider les acquis et de faire une révision complète sur le sujet de la formation. Donc là, on vous a partagé un nouveau lien pour venir tester ce Monopoly.
Ici, on l'avait conçu pour l'Alliance française du Brésil, que nous avions accompagné pour les former justement à la ludopédagogie. Il se trouve que tous les participants venaient de pays très différents. Donc, vous voyez sur le jeu plateau, on s'est amusé également à remettre beaucoup de pays différents pour qu'ils puissent s'identifier à travers le Monopoly, puisqu'en général, ce sont les rues de Paris, les rues de Nantes, etc. etc. Donc voilà, on a vraiment apporté cette gamification et ces questions à l'intérieur du Monopoly. On va avancer et je vais vous parler cette fois-ci d'une autre ludopédagogie qui concerne le puzzle. Donc le puzzle, ce qui va être intéressant pour nous, ça peut motiver vraiment les apprenants au tout départ d'une formation à s'amuser à remettre en effet les pièces à leur bon emplacement pour pouvoir voir cette image qui va apparaître. Et très souvent, on l'utilise, nous, dans les escape games, une fois que le puzzle est terminé, est apparu, ils vont avoir un indice, un mot-clé, ou alors, à l'inverse, on peut le faire vraiment différemment pour pouvoir récupérer chaque pièce du puzzle. L'apprenant va répondre à différentes questions. Et à chaque fois qu'il répond correctement, il a une nouvelle pièce du puzzle et à la fin de la formation, il peut reconstituer du coup son puzzle pour voir l'image de fin de sa formation, qui pour le coup pourrait être aussi une attestation de fin de formation. Donc voilà comment est-ce qu'on a détourné le jeu du puzzle, qui est aujourd'hui quelque chose de très utilisé, que ce soit peu importe les âges. On vous a partagé de nouveau un lien pour venir tester cette activité. Vous allez vous retrouver ici, c'était une formation dédiée à l'intelligence artificielle, à l'acculturation de l'IA en formation, mais aussi sur son impact environnemental, sociétal, qu'on a conçu vraiment au format escape game. Donc voilà pour le puzzle, c'est quelque chose d'intéressant aussi à intégrer en formation. On peut maintenant passer au célèbre jeu du qui est, dont le but est de deviner le personnage mystère de l'adversaire en posant des questions fermées pour éliminer progressivement les possibilités. Donc, comment le détourner en formation? Par exemple, avec un exemple concret, dans un parcours d'onboarding, on peut créer un qui est avec les différents membres de l'équipe. Donc, ça peut me permettre aux nouveaux arrivants de mémoriser les visages, de mieux comprendre les rôles et les compétences de chacun et de créer rapidement des interactions informelles. Donc voilà, c'est un outil très efficace pour briser la glace, par exemple. Et ce jeu peut aussi servir dans d'autres contextes, comme par exemple pour travailler la compréhension de concepts clés ou pour développer tout simplement la logique déductive à travers le questionnement. Le qui-est va vraiment engager les apprenants dans un processus de questionnement tout en rendant l'activité ludique et collaborative. Donc, une activité de notre calendrier de l'Avent sur les JO, dans lequel il faut donc trouver qui est le professeur qui a eu un gros impact sur le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Est-ce que vous savez justement qui fallait-il trouver? Je vais le noter dans la zone de chat. Comment s'appelle notre cher professeur qui a eu un impact significatif dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie? Il est tout en bas à droite. Il s'agissait de notre cher Benjamin Bloom. On peut continuer sur un grand classique, toujours le jeu des 7 différences, où le but est simple, comparer deux images presque identiques et repérer les 7 détails différents. En formation, c'est un excellent support pour sensibiliser aux bonnes pratiques et aux comportements appropriés. Par exemple, en sécurité au travail, on peut comparer deux chantiers, l'un respectant les règles et l'autre non. Ou par exemple, en cybersécurité, on peut montrer deux bureaux en télétravail, à gauche les mauvaises pratiques et à droite les bonnes pratiques à adopter. Où donc l'apprenant doit trouver les différences et derrière chaque différence, on apporte un message pédagogique. Ce qui est puissant dans cette activité, c'est qu'elle peut se déployer partout, en présentiel, en classe virtuelle et même en e-learning.
Donc, le jeu des 7 différences va vraiment transformer une activité d'observation en un outil d'analyse critique qui engage et sensibilise efficacement. Donc, vous avez compris le principe maintenant, c'est à vous de trouver les différentes anomalies commises par l'animateur de classe virtuelle. On a mis quelques bonus, il y en a 9. Alors, je vous propose que l'on passe au tout petit, pardon Lisa, au tout petit dernier, mais pas des moindres. Donc, qui veut gagner des millions? Ici, le jeu, eh bien, il est assez simple. Donc, c'est à travers une série de questions à choix multiples que l'apprenant va devoir sélectionner la réponse qui lui paraît être la bonne. Et il peut évidemment s'appuyer sur le 50-50, donc le joker, l'appel à un ami ou l'avis du public. Et ça, c'est hyper intéressant quand on utilise aussi ce type de jeu-là avec les 50-50, appel à un ami, avis du public, lorsqu'on est vraiment en formation synchrone avec plusieurs apprenants. Dans le cadre d'une formation, je dirais en 100% asynchrone, on peut utiliser le 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Ça va être évidemment un peu biaisé, on peut le faire, mais en général, on leur laisse uniquement le 50-50. Donc l'objectif, ça va être en effet, comme dans Qui veut gagner des millions, que l'apprenant puisse répondre à un maximum de questions pour arriver vraiment tout à la fin, au maximum pour remporter un prix, de l'argent fictif, à vous de voir si vous voulez leur faire gagner certains goodies. Et à chaque fois qu'il apportera une erreur, il recommencera tout en bas et recommencera du coup à répondre à une série de questions, soit les mêmes, soit on remélange les questions et on en apporte des nouvelles. Donc ici, nous, on l'a fait. Ce jeu-là, on l'a détourné sur la formation Comment utiliser le podcast pédagogique en formation. Donc, on vous les laisse pareil venir le tester. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont en train d'arriver. On va y répondre juste après. J'ai vu quelqu'un aussi à parler du jeu de loi. En effet, ça fait partie des détournements de jeu que vous pouvez faire, adapter très, très facilement, rapidement, qui parle à tout le monde normalement. Avant de terminer, on va vous poser une nouvelle question par rapport à ces 7 jeux que nous venons de vous présenter avec Lisa. Lequel avez-vous préféré ou plutôt lequel vous paraîtrait pour vous le plus pertinent à mettre en place par rapport à un des projets de formation que vous avez peut-être en cours? Il y en a peut-être un où vous vous êtes dit ah, ça pourrait vraiment être génial dans le cadre de telle ou telle formation. Donc, lequel avez-vous préféré? On reste sur le qui est et le Monopoly pour le moment. Et apparemment, il y en aurait d'autres qui nous seraient postés dans la zone aussi peut-être de chat. Hein, n'hésitez pas. Donc, le jeu des 7 différences, qui est-ce? OK. Parfait, merci beaucoup. Ce que l'on vous propose, ça va être de répondre évidemment à vos questions. Donc, on va reprendre avec Lisa un peu dans le chat les différentes questions que vous avez pu nous poser. Donc, la première à laquelle j'avais déjà répondu à Anne-Julie, pardon. Donc, sur le développement, en effet, de ces jeux-là, dans le cadre du Memory, en effet, on l'a reconstruit. On a créé plusieurs templates au sein de Storyline avec plusieurs paires. Et donc, on peut les réintégrer très facilement dans d'autres outils de conception. Pouvez-vous, je vous partage la question ici. Pouvez-vous nous préciser avec quels outils sont réalisés les différents jeux? On ne peut pas tout vous dévoiler. Donc, il y en a en effet Storyline sur lequel, évidemment, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
Il y en a peut-être un autre que vous avez dû reconnaître, sur lequel vous avez déjà des templates assez sympas qui vous sont proposés, qui s'appelle Genially. Donc ça peut vous donner aussi beaucoup d'idées dans le cadre de la ludopédagogie. Ils ont beaucoup de templates, à vous après de voir si vous les utiliser au sein de Genially ou les reproduire dans d'autres outils. Mais en tout cas, c'est très inspirant. Autre question. Donc là, ça va rejoindre un petit peu, oui. Alors cette question, elle est intéressante. L'utilisation de ces jeux me questionne par rapport aux droits d'auteur. Pouvez-vous nous donner les éléments sur ce point? On s'était rapproché justement, nous, de Genially, qui utilisait une grosse partie de ces jeux, le Monopoly, qui veut gagner des millions, il y a du Trivial Poursuite, il y a beaucoup de choses. Et du moment que ça n'a pas réellement le nom qui veut gagner des millions, on en a détourné comme ça, qui veut être un bon apprenant, ou voilà, il faut jouer un peu aussi sur le jeu de mots. On a les droits en effet de réutiliser certains jeux, puisque de toute façon, ils sont détournés. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément de sujet. Alors, je ne dis pas forcément, on n'a pas été creusé à contacter chaque auteur, autrice de ces jeux-là, mais on s'est conforté par la réponse apportée par Genially, qui utilise beaucoup de détournements de jeux sur ces jeux déjà existants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, Lisa? Est-ce que tu en as vu d'autres? Comment créez-vous ces jeux? Comment répondez-vous? Ah, je vous paye celle-ci. Donc, comment répondez-vous aux détracteurs, si vous en avez, qui prétendent que ces formats sont trop enfantins? Les explications neuroscientifiques ne les reçoivent pas toujours. Tout à fait, Anne-Julie. L'idée, c'est au tout départ de la formation, c'est identifier le public, le persona type de votre apprenant. Il y a 4 profils de joueurs en formation et en ludopédagogie, tout ce qui va être les tueurs, sociabilisateurs, etc. Et donc, finalement, par rapport au profil d'apprenant que vous allez avoir, évidemment, il y en a certains pour qui le jeu n'est pas forcément adapté. Le sociabilisateur, il faut absolument lui mettre des jeux où on va avoir des jeux en groupe et pas individuels à essayer de gagner un maximum de points, versus les tueurs, plutôt les profils commerciaux, vont adorer affronter en one-to-one leurs confrères. Et voilà. Donc finalement, en fonction, je dirais, du public cible, il faut aller chercher des jeux qui vont bien s'y prêter. Néanmoins, je dirais que tout le monde apprécie le jeu. C'est plutôt en effet la dose que vous allez, le nombre de jeux que vous allez vraiment intégrer. Nous, dans une formation, en général, on va en utiliser 1 ou 2 maximum, mais on ne va pas retrouver dans le chapitre 1 qui veut gagner des millions, dans le chapitre 2 un puzzle, voilà, on les utilise avec parcimonie. Alors, comment avez-vous réalisé le puzzle dans Genially? Est-ce que tu veux y répondre, Lisa? C'est un template qui est présent sur Genially. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver très facilement, et tout est très bien expliqué dans le template pour le concevoir. C'est honnêtement le jeu le plus simple à réaliser de ce qu'on a présenté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, il y en a plein d'autres, on en a présenté 7, mais évidemment, il en existe beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas, on est encore là. On vous partage également, donc nous, on a une formation sur la ludopédagogie qu'on propose au format Blended Learning. Donc, on a un e-learning qui est prêt sur le sujet, où on représente pas mal de jeux, comment les détourner, la différence entre la conception d'un jeu appliqué ou d'un jeu que l'on va venir détourner, avec les différents profils de joueurs et la possibilité d'assister après à 2 classes virtuelles pour s'approprier les outils de conception pour reproduire en effet de la ludopédagogie associée au profil, encore une fois, des différents joueurs.
Eh bien, si vous... Ah, ça y est, Rémi. Format adapté en présentiel comme en virtuel. Justement, quand on va concevoir et détourner un jeu, on sait déjà s'il va être utilisé en présentiel et ou en distanciel. En tout cas, on a toujours trouvé la possibilité d'adapter n'importe quel jeu, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. Donc oui, ça s'y prête parfaitement. Évidemment, quand on est en distanciel, on va plutôt créer des jeux où il n'y a pas forcément de compétition. On ne peut pas faire le jeu à plusieurs. Donc on est quand même sur du jeu, mais il va jouer avec lui-même, hein, finalement. Donc c'est un peu moins puissant que quand on est en synchrone. Néanmoins, ça fonctionne quand même très bien. En sous-groupe, évidemment aussi, hein, encore une fois, sur la synchrone, que vous soyez en présentiel ou en classe virtuelle. En effet, on le faisait parfois en sous-groupe pour qu'ils puissent s'affronter par équipe de 4 ou en présentiel, peu importe. Mais quand on est vraiment sur de la synchrone, là, c'est un peu plus difficile. On ne peut pas demander évidemment aux apprenants de se connecter en même temps pour suivre la formation e-learning. Il y a Philippe qui vous partage apparemment un lien intéressant sur le détournement des jeux. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va s'arrêter là. Ce que je peux vous dire, on a déjà prévu la date du prochain webinar. Je ne me rappelle plus quelle date c'était. Ok, bon, je ne sais pas, je vous la donnerai. Et il me semble que le sujet, on l'a aussi identifié. On ne sait pas non plus. Donc, on reviendra vers vous. De toute façon, vous serez informés sur les prochains webinars. Je sais qu'en tout cas, le prochain, il n'est pas en octobre, mais il sera début novembre avec les prochaines vacances scolaires qui vont très rapidement arriver. Donc, en novembre, on se retrouvera pour un nouveau webinar. Merci pour votre présence. Et donc, vous recevrez automatiquement le lien vers le replay, donc pas le support de présentation, mais que le replay et également un questionnaire rapide et court de satisfaction et à savoir aussi si vous avez d'autres idées de webinaires, n'hésitez pas à nous les partager. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci à tous.